Bonsoir à tous et bienvenue dans notre 5e numéro de Bref d'actualité, émission qui détricote l'actualité autour d'une thématique particulière. Ce soir, nous allons discuter du pouvoir d'achat et pour cela, je serai en compagnie d'Adeline Guibert, qui est cadre en aéronautique, mais également porte-parole et déléguée aux relations internationales pour le mouvement politique de l'appel au peuple. Madame Guibert, bonsoir. Bonsoir. Alors, elle est l'une des thématiques qui revient sans cesse dans le débat politique et dont les Français, évidemment, se préoccupent le plus. Mais alors, quelle définition peut-on donner du pouvoir d'achat? Alors, il y a une définition assez simple du pouvoir d'achat qui correspond en fait à la quantité de biens et de services, tout simplement, qu'un revenu permet d'acheter. Donc, en fait, le pouvoir d'achat va dépendre du revenu qu'on touche et des prix à la consommation. Et son évolution donc, va correspondre à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Et effectivement, le pouvoir actuellement est la préoccupation principale pour 47% des Français. Alors, la notion de cette perte de pouvoir d'achat, puisque ce qui revient le plus depuis de trop nombreuses années, c'est le fait qu'il y a une perte de pouvoir d'achat et pas une augmentation du pouvoir d'achat. Donc cette idée de perte de pouvoir d'achat, elle revient en force parmi les préoccupations, comme vous l'avez rappelé pour beaucoup de Français. Mais c'est également des craintes, voire même pour certains des colères. Je pense notamment aux Gilets jaunes, il y a quelques années, qui avaient lancé leur mouvement, entre guillemets, suite à la hausse des carburants qui avait été considérée comme intolérable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est votre constat aujourd'hui sur cette question du pouvoir des Français en 2021? Alors, il y a tout d'abord un constat qui est purement économique, qui a été édité récemment en novembre 2021 par l'IPP, qui est un institut, l'Institut des politiques publiques. Donc, cet institut a estimé ou a calculé que pour quasiment tous les Français, le pouvoir d'achat aurait augmenté de 400 euros par an. Alors, si on va plus en détail, il considère que les familles aisées ont fortement gagné en pouvoir d'achat durant les 15 dernières années. Les 1% les plus riches ont effectivement vu leur pouvoir d'achat grimper de 2,8% depuis 2017. Pour la classe moyenne, c'est un petit également, il considère, alors la classe moyenne, il classe la classe moyenne entre 1 400 et 2 400 euros par mois. Il considère que le pouvoir d'achat a progressé entre 1,5 et 2% grâce, alors notamment à la suppression de la taxe d'habitation, qui sera effective pour tous en 2023, qui a joué un rôle central dans cette augmentation du pouvoir d'achat, et la prime d'activité, et également la bascule qu'ils ont effectuée de certaines charges vers la CSG. Alors, bon, CSG, malheureusement pour certains retraités, ça a eu un effet négatif puisqu'ils ont vu une hausse de 1,85%. Donc ça, c'est le constat économique. Cela dit, il y a un constat économique et une réalité sociale. On voit bien que la majorité des Français ont des difficultés à joindre les deux bouts, n'ont pas l'impression d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Alors, c'est vrai que les météorologues avaient inventé le froid ressenti. Donc, les économistes pourraient inventer le pouvoir d'achat mesuré et le pouvoir d'achat ressenti. Il y a la réalité économique, la réalité sociale. D'ailleurs, le Secours populaire a réagi à cette étude de l'IPP en expliquant que les gens ne mangeaient pas des chiffres, mais ils mangeaient des produits alimentaires. Dans tous les cas, on peut considérer, alors cette réalité économique, elle est impliquée par un indice des prix qui peut être contestable. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est le ressenti des Français.
Et on constate bien qu'il y a eu, la crise des gilets jaunes en était le révélateur, que les Français ont du mal à joindre les 2 bouts. Il y a eu un ralentissement sur l'augmentation des salaires, il y a toujours une pression fiscale qui est très importante en France, avec des taux de prélèvement obligatoires qui sont de 50 et une TVA de 20 20 hein, je bien dit, pas 1. Tout à fait. Et des dépenses surtout contraintes et qui ont augmenté et qui représentent aujourd'hui 30 du pouvoir d'achat. Enfin donc les dépenses contraintes sont le loyer, le chauffage, les assurances, l'abonnement internet, le carburant qui a fortement augmenté et les dépenses alimentaires. Alors, en effet, ce qui est étonnant, c'est que, les chiffres que vous nous avez, donnés, heu, tendent à faire comprendre que quelque part les Français ont un pouvoir d'achat qui est supérieur à celui qu'ils avaient précédemment. Mais entre le covid, donc la période sanitaire que l'on a connue avec beaucoup de Français qui se sont retrouvés au chômage partiel, du coup, qui ont eu une perte de revenus, additionnée notamment aux tarifs de l'énergie qui ont augmenté et qui vont continuer à augmenter, est-ce que finalement ce constat ne permet pas de conclure en un résultat qui serait que le pouvoir d'achat a augmenté dans les chiffres, mais n'a pas augmenté dans les faits. Tout à fait. Il a augmenté dans les chiffres, mais à savoir bon, que tout est contestable effectivement, puisque cet indice de consommation ne prend pas en compte, par exemple, le remboursement des prêts. Il prend en compte l'indice des loyers, mais pas les prêts. Or, on sait que beaucoup de Français, et même de faibles revenus, se sont endettés pour devenir propriétaires. Ça, et le poids du remboursement des prêts pèse et n'est pas calculé, voilà, n'est pas pris en compte. Donc, il y a réellement une différence entre les chiffres et la réalité. Alors justement, avec une autre différence que l'on peut entendre et ça tend vers un rapport, hein, qui a été publié ce lundi, donc c'est, assez récent. Donc c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises heu, qui a publié donc ce rapport, cette étude sur la situation donc des TPE-PME à l'aube de la cinquième vague de Covid-19. Donc, il ressort des chiffres intéressants de ce document que je vais vous communiquer, que vous avez certainement dû prendre connaissance. 34 des PME et TPE pensent à une hausse généralisée des salaires au sein de leur entreprise en 2022. A contrario, 36 d'entre eux auraient au contraire renoncé à le faire et 31 assurent ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet. Alors, la question est toute simple. Quel constat tirer de ces chiffres? Les entreprises sont incitées à augmenter les salaires pour du coup augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés, mais le peuvent-elles vraiment? Alors, je pense qu'au niveau des TPE-PME, la volonté est de mieux rémunérer effectivement les salariés. Euh, un petit patron, il a envie que son employé soit mieux rémunéré pour être mieux dans l'entreprise, travaille mieux, etc. Cela dit, ces entreprises ont dû faire face tout d'abord aux 35 heures et elles subissent encore malheureusement les conséquences désastreuses des 35 heures qui leur ont coûté énormément, surtout la mise en place. Et puis, à l'heure actuelle, force est de constater que surtout pour les artisans, beaucoup vont subir une hausse de l'énergie qui va être compliquée pour eux et qui ne permettra pas, on va dire, de libérer du cash pour mieux rémunérer leurs employés. Également, il est forcé de constater que les charges demeurent très, très importantes. Donc, si vous conjuguez charges sociales qui restent très importantes, enfin, charges patronales, excusez-moi, et hausse de l'énergie, ils vont hésiter avant d'augmenter également le poste salaire, malheureusement. Et je pense que c'est contre leur volonté. Euh, et on le voit d'ailleurs, puisque dans certaines industries, lorsqu'on manque de main-d'œuvre, on est tout à fait prêt à mieux rémunérer le salarié, tout comme dans l'industrie de la restauration, qui ne trouve plus de main-d'œuvre.
ou même le transport, hein. Donc en effet, les entreprises sont incitées à augmenter les salaires de leurs salariés, elles le veulent, mais pour certaines, pour même un grand nombre d'entre elles, elles n'ont pas les capacités financières de le faire, non seulement au vu de la situation économique d'aujourd'hui, mais aussi sur le fait que la situation sanitaire ne tend pas à s'améliorer, du moins à s'arrêter. Le Covid, du coup, ne s'arrête pas, est toujours là. Donc c'est vrai qu'il y a des perspectives d'avenir qui sont compliquées. Et alors, on est, et vous l'avez très, très justement rappelé, avec une situation où, par exemple, la restauration manque de main-d'œuvre et là se retrouve obligée d'avoir des salaires attractifs pour pouvoir embaucher du personnel. Et on se retrouve avec cette idée de pouvoir d'achat. Alors, vous avez commencé un peu à y répondre, mais justement, par rapport à ce constat que vous venez de faire sur la différence entre les chiffres, la réalité du terrain, le fait que les Français ont de plus en plus de mal à joindre le debout. Et malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que la crise sanitaire, la crise de l'énergie, la crise de l'emploi que nous avons traversée, que nous traversons, continue à faire que cette thématique est particulièrement centrale. Alors, dans ce cas-là, vers quelle solution il faut tendre pour que ce pouvoir d'achat des Français augmente véritablement, systématiquement et dans la durée? Alors malheureusement, c'est une une politique à long terme, qu'il faut, repenser, hein. Peut-être de repenser les 35 heures. Il est vrai que rémunérer plus justement aussi la valeur travail. Alors, travailler mieux pour gagner mieux, c'était quelqu'un qui l'avait mis en place, mais c'est vrai que ça permettait à certains Français d'avoir un certain pouvoir d'achat supplémentaire, hein. Hem, Peut-être revenir également à des prélèvements obligatoires raisonnables. Et là, ça impliquerait effectivement de limiter la dépense publique. Et ça implique énormément de choses. Ça implique lutter contre la fraude sociale, diminuer les dépenses de la fonction publique, encourager un retour à l'emploi rapide pour voilà, faire baisser le poids des allocations chômage. C'est tout un programme, on va dire, des mesures de restriction pour limiter la dépense publique qu'il faut repenser, afin, et là c'est le but, de baisser le niveau des prélèvements obligatoires et de permettre, voilà, d'avoir un salaire net qui sera beaucoup plus important. Finalement, la situation, la solution, se trouve peut-être plus du côté du gouvernement, qui serait du coup incité à réduire les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les Français, qui de mémoire, la France est l'un des pays les plus, dont le prélèvement, obligatoire est le plus important, qui permettrait du coup, en réduisant ce prélèvement au niveau des salaires des Français, au niveau des dépenses des Français, de retrouver du pouvoir d'achat sans aller obligatoirement vers une incitation aux entreprises à toujours augmenter plus, puisque qui dit augmentation de salaire pour les entreprises dit augmentation des charges qu'elles seraient amenées à payer. Tout à fait. Alors là, on peut également, basculer sur le coût de l'énergie, par exemple. On sait que bon, la taxe sur les carburants est très, très importante. D'ailleurs, récemment, le baril, par exemple, est passé de 85 à 65 €. Pour l'instant, la baisse n'est toujours pas répercutée, à la pompe. Et en parlant de l'énergie et d'intervention de l'État, justement, est-ce qu'on peut s'amuser à spéculer sur le prix de l'énergie? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un contrôle des prix de l'énergie? Parce que toute hausse du prix de l'énergie, effectivement, va forcément agir négativement sur le pouvoir d'achat des Français, également sur tout ce qui est transformation de matières premières. Donc, ça va se retrouver sur le prix du blé, sur beaucoup de choses. Donc, on pourrait également envisager un contrôle du prix de l'énergie, d'autant plus bon, qu'on l'a déjà évoqué, la France bénéficie d'une énergie normalement très peu chère grâce à son nucléaire. Donc, ça pourrait être possible. Également, peut-être intervenir au niveau de l'agriculture, ne plus considérer que les produits agricoles comme des produits boursiers et garantir aux agriculteurs un niveau de revenu pour justement garantir les prix aux consommateurs, éviter qu'il y ait des augmentations trop importantes.
Ça, Bien. c'est au niveau de l'État, il y a un rôle à jouer, je pense. Alors une solution intéressante également pour relancer le pouvoir d'achat des Français et que nous préconisons à l'appel au peuple serait de mettre en place une participation sur les bénéfices, elle existe déjà, mais également sur le capital, puisque même si les revenus, les salaires n'augmentent pas énormément, si nos salariés devenaient actionnaires, ils bénéficieraient d'un revenu des salaires et un revenu du capital. Et puis également, on ne pourrait pas envisager que ces actionnaires, salariés actionnaires, euh, voteraient pour délocaliser leur production, leur lieu de travail. Donc, ça permettrait de garder ces entreprises, ces emplois sur le sol français. En espérant en effet que les lignes bougent puisque l'élection présidentielle arrive à grands pas et que le pouvoir d'achat, comme vous l'avez rappelé, est une source principale d'inquiétude des Français. Je vous remercie, Madame Guibert, d'avoir été avec nous pour répondre à mes questions et vous souhaite à tous une très bonne soirée.